avec tous les musiciens que nous connaissons, avec Mozart. C'est une manière de parler et de dire la chose sans qu'elle soit censurable. Mais est-ce qu'on dit la même chose? Est-ce qu'à travers la musique, le philosophe dit la même chose de ce qu'il aurait dit par l'écrit? Est-ce que les notes se substituent au concept? Non, non. Au contraire, elle s'échappe du concept pour recourir au concept le plus net, le plus absolu, celui du nombre. Et le nombre régit le monde, régit l'humain. Et si on pense à toute... Il a écrit un livre qui s'appelle La classification des sciences, et ce n'est pas la philosophie qui est la reine des sciences comme pour Aristote, pour lui, mais c'est l'astronomie. L'astronomie qui régit ce cosmos et qui le régit par la musique. Il le dit dans son introduction, dans son prolégomène de son livre, le grand livre de la musique. Il dit que nous vivons, un peu à la suite de Pythagore, nous vivons une musicalité cosmique que la fragilité de l'être humain, peut-être la bêtise, vient chaque jour perturber. Et il faut remonter cette musique absolue du cosmos avec la musique qu'on vient d'entendre aujourd'hui ou qu'on entendra chez Mozart ou Chopin ou Beethoven. Ça me rappelle que Beethoven, un de ses interprètes, après, Capet, quand il a joué l'opus numéro 18, on lui a posé la question après la représentation, après le récital, quand est-ce qu'il a composé Beethoven ces morceaux, ces quatuors? Il a dit, après sa mort. Alors, vous avez quelque chose que vous avez dit sur Al-Farabi, sa conception de la musique, on a pu le comprendre, c'est une conception qui est notamment scientifique, puisque vous insistez sur le nombre, hein, oui. C'était une certaine conception de la musique. On va en entendre un extrait, en effet, je vais lire un texte de la théorie du son, pour vous donner à entendre à quel point il est précis lorsqu'il parle de musique. On est bien loin d'un romantisme effervescent qui laisse les passions s'exprimer. La musique est un phénomène physique, cosmique, vous l'avez dit, hein, Youssef Sedik. Donc voici comment il en parle, c'est la théorie du son. Et Benoît Chantry va peut-être, s'il le sent, hein, illustrer les phrases que je vais lire. Je vais vous laisser l'occasion de glisser des notes. Ou à la fin, c'est comme vous le sentez, ce sont des rencontres inattendues. C'est le fil directeur de cette semaine. Lorsque les molécules de la couche d'air, qui s'échappent sous la pression exercée dans le choc de deux corps, sont fortement comprimées et jointes entre elles, il se produit un son. Le son se produit d'autant mieux et d'autant plus net que cette compression est forte. Plus les corps qui s'entrechoquent sont polis, plus la cohésion de leurs molécules est grande, plus l'air rebondit avec force. L'air lui-même peut d'autre part produire un son quand par exemple il est frappé par un fouet. C'est bien l'air refoulé par le choc de deux corps qui transmet le son. Il meut d'un mouvement pareil au sien la couche d'air immédiatement à sa suite. Le son, de cette façon, transmis d'une couche d'air à une autre, atteint l'air enfermé dans le conduit auditif, puis l'organe qui est le siège de la faculté auditive. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée aux rencontres inattendues entre philosophes et musiciens à l'occasion du festival Les Inattendus à Tournai, en Belgique, où nous sommes venus enregistrer ces émissions. Et aujourd'hui, c'est le philosophe Youssef Sedik qui nous parle du non moins philosophe et musicien Al-Farabi, accompagné au xylophone par Benoît Chantry.
Youssef Sedik, dans sa théorie du son, Al-Farabi semble écrire un essai de physique. Hein. Il parle de molécules, de compression d'air. Oui. Et c'est au cœur de la tradition islamique qui a rompu, islamique dans le sens profond du terme. Je prends ici islam, non pas comme religion, mais comme une rupture théorique. Les Grecs donnaient un privilège à ce qui est vision. La preuve, on dit une vision du monde, une théorie, c'est le même mot qui a donné théâtre aussi, c'est la vision qui est privilégiée pour le savoir et la connaissance. Alors que dans ce que j'ai appelé la rupture islamique, c'est l'écoute, c'est l'ouïe qui est très important. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont créé un appel à la prière qui est un appel à la prière compréhensible, avec des mots. Ce ne sont pas les tocsins, les glas, comme on entend dans le christianisme. Ce n'est pas la musique qu'on entend dans les maisons d'études du judaïsme, mais c'est un appel précis. Et cela privilégie l'écoute. D'ailleurs, dans le Coran, jamais on ne dit la vision et l'écoute. On dit tout le temps l'écoute et la vision. Et d'ailleurs, il montre dans le Coran comment le corps humain se conçoit dans la matrice maternelle, et il dit, nous lui avons donné l'ouïe, puis la vue. Et scientifiquement, on est maintenant en train de constater que c'est vrai que dans la constitution de fœtus, c'est l'ouïe qui commence par prendre corps, par prendre existence, avant la vision dans le fœtus. Et pour conclure cette variation, n'oubliez pas que les fils d'Ismaël, c'est les fils de celui que Dieu écoute. Ismaël, en hébreu et en arabe, ça veut dire Dieu écoute. Ça veut dire que l'ouïe est donc le rapport premier au monde, oui. Et Al-Farabi, du coup, ancre sa théorie philosophique dans un univers qui est presque entièrement auditif. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans ses écrits sur la musique, il semble y avoir une cohérence parfaite entre sa pensée philosophique et sa pensée, disons, musicale. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce point-là ? Par exemple, il a voulu résoudre cette incohérence historique apparente entre deux grands philosophes comme Aristote et Platon. Il a probablement pas réussi parce que Aristote a fini par gagner dans la pensée arabe avec Averroès, qui est le grand commentateur d'Aristote, celui qui l'a transmis à l'Europe renaissante. Pour cette tentative de concilier les Grecs et de remettre en place ce qu'il croyait être une incohérence entre l'aristotélisme et le platonisme, il a voulu présenter une solution autre, une solution différente qui repose sur l'ouïe, sur l'enseignement. Il a écrit un très grand livre qui est maintenant traduit en français, qui s'appelle le livre des lettres, Kitab al-Huruf, et il a donné lieu à une prééminence, une préséance, si vous voulez, de la musique sur le territoire du concept. Et c'est le concept qui sera tributaire de ce qui est musical, de ce qui est cadencé, de ce qui est rythmé, de ce qui est le vrai ordre du monde caché. Mais c'est là où j'en reviens. C'est pour ça que je vous posais cette question-là de la substitution de la musique à la philosophie, puisque si la musique va aider le philosophe, est-ce qu'elle ne risque pas en retour de le dénigrer ? Se rend-il service lorsqu'il montre que la musique peut venir en aide à la philosophie ? Est-ce qu'en tant que philosophe, ça ne conduit pas à baisser son rôle, à diminuer son importance ? C'est pour cela d'ailleurs que Socrate, lui, avait peur de la musique. Pourquoi est-ce qu'il redoute les musiciens au sein de la cité ? C'est parce qu'il est parfaitement conscient du pouvoir ensorcelant de la musique. Et il trouve ça dangereux pour la raison elle-même. Al-Farabi, lui, semble avoir pris acte de cela et se dire, très bien, du coup, le musicien a une valeur primordiale quasiment. Et donc, que reste-t-il de la philosophie alors dans ce cas ? Ce n'est pas une primauté de classification. La musique n'est pas avant le concept. Elle est le bain-marie, si vous voulez, dans lequel le concept va trouver une existence. Et c'est en imitant, c'est une véritable mimésis, en imitant le chiffre, en imitant le nombre, en imitant l'ordre géométrique. Platon ne s'est pas trompé quand il a évoqué que nul n'entre ici s'il est géomètre. L'ordre